bien, suivez-moi. Je vais vous montrer le beau point de vue qu'on a d'en haut. Faites attention pas glisser. Je vous dis ça, je veux vous montrer tout ça, puis on se connaît même pas. Eugène Trudeau, premier gardien du phare de Cap-des-Rosiers. Il vient juste d'entrer en poste. Attention à votre tête! Vous allez voir ça comme c'est beau. Regardez-moi ça. Le fleuve, le golfe qui s'ouvre devant, le beau cap de Forillon. Vous êtes dans ce beau phare-là que le gouvernement a finalement décidé de construire à cause de tous ces naufrages-là qu'il y a eu au cours des dernières années. Mais la pire histoire de toutes, c'est celle du Carrick. Ouais. La première fois que j'ai entendu parler du Carrick, c'était à Québec. Il transportait des Irlandais. Au début des années 1830, il y a un passager qui est débarqué là-bas avec le choléra. Ouais. Ça n'a pas été long que la maladie s'est répandue à travers toute la ville. Il y a eu au-delà de 1000 personnes qui sont mortes. C'est ça qui a fait qu'ils ont décidé de créer la station de quarantaine de Grosse-Île. Je pense qu'ils ont fait ça. Quand je suis parti de Québec puis que je suis venu m'installer au Cap-des-Rosiers, j'ai fait la connaissance de Martin Cavana. Un soir, il est venu veiller à la maison. On a pris un petit coup ensemble. Puis après 2 ou 3 petits verres, ben là, c'est bizarre, mais Martin est venu les yeux pleins de larmes. Sa famille y est remontée dans la gorge, je pense. Ben, c'est là que j'ai appris que c'était un des survivants du naufrage du Carrick. Martin il était fils de cultivateur. Son père, Patrick Cavana, puis sa mère, Sarah MacDonald, ouais, c'est ça. Qui, comme quasiment tout le monde en Irlande, faisait pousser des patates. Puis ça, c'est pas mal ça qu'il mangeait, des patates. Le problème, c'est qu'il y a une année où les patates ils ont pourri d'un champ. Ils sont venus noirs, toutes recroquevillées. C'était pas mangeable, hein, quasi. Ouais, même s'il y avait rien qu'une douzaine d'années, Martin il a souvenance que ça n'a pas été long que tout le monde y crevait de faim. À pleine grandeur de l'Irlande. Et pendant ce temps-là, le fameux Lord Palmerston, lui, il manquait de rien. Hein. Il avait une belle grosse maison, là, une trolley de serviteurs, et puis une belle grosse table où il manquait jamais de rien. Sauf que là, vu la famine, le monde, il commençait à plus être capable de payer le rente, hein. Puis ça, ben, le Lord, il aimait pas ben ça. Ça fait qu'il leur a fait une proposition qu'il pouvait pas refuser. Il leur a offert un beau voyage one-way vers le Nouveau Monde. Histoire qui a tenté le chance ailleurs. Quand on pense que ce gars-là, il est devenu premier ministre de l'Angleterre par la suite. C'est comme ça que Martin, son père, sa mère, puis ses 5 sœurs, ils ont ramassé tout ce qu'ils possédaient, puis ils sont partis pour le port de Sligo. Sur le quai, il y avait pas loin de 2000 Irlandais qui attendaient pour s'embarquer. La famille Cavana au grand complet est montée sur le pont du Carrick. Puis c'était un vieux 2 mâts là, qui avait commencé à transporter des immigrants depuis au moins 30 ans, ça, là. Avant de partir, ils ont envoyé la main à leurs amis qui restaient là-bas, puis leurs cousins. Ils étaient bien certains que c'était la dernière fois qu'ils voyaient leur Irlande natale, ça c'est sûr. D'autant plus que ces bateaux-là, ils n'avaient pas bien bonne réputation.
On les appelait des coffin ships. Des vrais cercueils flottants. Martin et ses parents sont descendus dans la cale, avec les sœurs, bien sûr, tout le monde. Ils se sont tassés, ils se sont installés, collés les uns sur les autres. Là. Puis une fois que tout le monde est embarqué, ben, elle carré que lever l'ancre. Direction Québec. C'était pas une croisière de luxe, on s'entend? Martin dormait avec ses sœurs dans la cale. Hein? C'est un matelas mouillé qui baignait dans l'eau salée. Puis il y avait des odeurs absolument épouvantables là-dedans, ça a l'air. Mélange de moisie, de vomi, puis de d'autres affaires que j'aime autant pour vous nommer. Toujours bien que, vu qu'il y avait quasiment rien à manger, le monde devenait faible. Il pognait toutes sortes de maladies. Ouais. Puis, quand par malheur, il y en avait un qui mourait, ce qui était pas rare, l'équipage venait, il te le pognait puis te le soignait par-dessus bord. Tellement que les requins se sont mis à suivre le bateau. Oui, monsieur. Toujours bien que, une fois rendu dans le golfe du Saint-Laurent, Martin commençait à se dire qu'il se rendrait à Québec sain et sauf. Ouais. Mais ça, c'était sans compter qu'on était juste rendu à la fin d'avril. Puis qu'ici, rendu à la fin d'avril, l'hiver n'a pas encore tiré sa révérence, ça c'est sûr. C'est là que le vent du nord-est s'est levé. Le nord-est, comme on dit par ici. Les vagues se sont mis à passer par-dessus le pont, puis il a commencé à neiger même. Dans la cale, personne ne savait ce qui se passait. Tout brassait, tout s'est mis à se bardasser de tous bords, de tous côtés. Les tables revolaient, les chaises, les lits, les lampes. Ça revolait partout. Le mât craquait, hein? Le bateau était à veille de vouloir fendre en deux. La mère de Martin s'y met à prier comme une madone. Ah, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs. Paraît que ça a duré pendant des heures. Jusqu'à temps que le bateau aille s'écraser ses rochers. Ouais, pas tellement loin d'ici, là, sur le bord du Cap Bonamy. Il a frappé le cap une fois, puis deux fois, puis encore, jusqu'à temps que la coque ouvre comme un œuf, puis que l'eau se mette à rentrer à grands tonneaux. Martin puis les autres riches étaient poignés dans la cale. Ils pouvaient pas sortir. Puis l'eau montait. En haut, sur le pont, on entendait ça, que ça courait, ça criait comme des démons. Ah ben, gériboire, toi. L'équipage se sauvait, puis les passagers allaient se nailler, hein. Soudain, ils ont entendu donner des grands coups. Bing, bang, crac! Ben, écoutez donc ça. C'en était un pas mal moins sans cœur que les autres qui avaient décidé d'essayer de défoncer le pont à coups de hache pour les laisser sortir. Martin était accroché au cou de sa mère. Il voyait son père un peu plus loin, mais il voyait pas ses petites sœurs. La cale était rendue quasiment pleine d'eau. Martin, comme il me le disait, il était rendu qu'il était gelé bien raide. Il sentait plus ses mains ni ses pieds. Puis là, il a perdu connaissance. Quand il s'est réveillé, il était couché sur la grève. Son père l'avait accroché par le collet puis l'avait attiré avec lui dans l'eau glacée. Par tous ces galets, il y avait des habitants du village de Cap-des-Rosiers qui étaient là. Il essayait de les rapailler, hein? Essayer de retrouver des survivants là-dedans. Il avait allumé un grand feu sur la berge. Il avait apporté des couvertes, histoire de les réchauffer. Ils ont été transportés au village en charrette à bœuf. Certains chez les Packwood. Puis d'autres encore chez Wallen. Ça fait déjà un peu plus de 10 ans de ça. Martin s'en souvient comme c'était hier.
le 28 avril 1847. Le naufrage du Carrick a fait 120 morts, mais un seul membre de l'équipage. Tous les autres, c'était des immigrants irlandais chassés de leur terre par Lord Palmerston. Ouais, les 5 sœurs de Montmartin y ont laissé deux vies. Le pire dans tout ça, c'est que même après le naufrage du Carrick, on dirait que le malheur a continué à s'acharner sur sa famille. Le malheureux Patrick Kavanagh, père de Martin, qui avait survécu à la grande famine, à la grande traversée pour naufrage, ben croyez-moi pas, il est mort un 17 mars, jour de la Saint-Patrick. En voulant traverser à Douglastown par la baie de Gaspé, il s'est fait prendre par une tempête, puis on l'a retrouvé pas longtemps après, gelé bien raide ses glaces. Martin, lui, il est devenu pêcheur. Puis quand il se retrouve au large à pêcher la morue, il regarde le phare qui s'allume à brunante. Puis là, il pense à son père, à sa mère, à ses sœurs, à la terre natale qu'il a lâchée, qu'il a laissée derrière. Ouais, il pense à son Irlande natale. Depuis ce temps-là, le majestueux phare veille sur eux autres, comme sur tous les autres bateaux qui rentrent dans le beau fleuve Saint-Laurent.